Vous vous posez des questions encore sur ce virus, le coronavirus, et Jean Sibilia répond tous les matins. Il est là avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. Jean, je vais revenir sur une question qu'on s'est posée il y a quelques temps. C'était au mars, où on disait finalement que les anti-inflammatoires de type ibuprofène ou Advil étaient totalement déconseillés. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette période un peu de rémission, est-ce qu'on peut reprendre justement ces anti-inflammatoires ? Oui, absolument, Cécile, oui. Deux choses. C'était une recommandation sans preuve à l'époque. Oui. C'est une recommandation de prudence. On sait qu'à l'occasion d'une fièvre, d'un syndrome grippal, il faut de toute façon pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous savez, ces molécules qu'on prend pour les douleurs. Je ne citerai pas de nom, mais il ne faut pas en prendre de toute façon quand on a de la fièvre ou quand on a un syndrome grippal. Donc il n'y avait rien d'original parce que ça aggrave la circulation rénale, ça augmente le risque d'infection. De toute façon, il ne faut pas en prendre. Mais il n'y avait pas de preuve dans le cadre du Covid-19 que c'était un élément de gravité particulier. Et il n'y en a toujours pas. Donc aujourd'hui, comme le virus circule à bas bruit, en cas de douleur, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir mal au genou, mal au dos. Il est possible, évidemment, aujourd'hui de reprendre un anti-inflammatoire sur la recommandation de son médecin et éventuellement son rhumatologue, mais en dehors de tout contexte infectieux, en dehors de toute fièvre, de toute syndrome grippal. Et s'il y a le moindre syndrome grippal, la moindre fièvre, on arrête, on n'en prend pas. Et puis on va revenir sur cette information, sur la mutation de ce virus qui aurait accéléré justement l'épidémie. Oui, alors aujourd'hui, près de 200 mutations, et encore, je crois que c'est pas exhaustif, ce virus, comme tous les virus, il se réplique tellement vite, faut s'imaginer, si on se fait un petit film, petite image, ce virus se réplique par milliards de particules virales dans le monde, puisque c'est une pandémie. Donc forcément, de façon stochastique, comme on dit, c'est-à-dire mathématique, ce virus va muter. Il va muter, il va perdre des petits bouts, il va muter des parties de son ARN, puisque c'est son code génétique qui s'appelle comme ça, et ce virus change, il se modifie. Mais il se fait que pour l'instant, on n'a pas de modification par mutation ou délétion. C'est les deux mécanismes très importants. C'est-à-dire, ça ne change pas fondamentalement le virus. Alors, certainement qu'il y a des petites variations de virulence, de contagiosité, mais en tout cas, on n'est pas passé, vous voyez, d'un gentil virus, enfin, ce qui n'était pas le cas, mais enfin, d'un virus pas trop méchant à un virus très méchant. Aujourd'hui, on n'a pas ces éléments-là. Mais il y a des mutations en permanence, et il y a d'ailleurs une analyse par l'OMS et d'autres organismes permanente sur l'évolution génétique de ce virus. C'est très important de surveiller l'évolution génétique. Et comment ça se passe ? Comment vous faites ? C'est scientifiquement, comment ? Oui, une très bonne question, Cécile. C'est très simple. C'est-à-dire, quand vous faites la PCR, vous savez, vous récupérez le virus. Et donc, ce virus, vous l'attrapez par la petite sonde et vous avez le virus entier. Et il suffit à ce moment-là de le mettre dans une machine. Enfin, c'est assez sophistiqué, c'est de la biologie moléculaire. On met le virus dans la machine et on traduit sa séquence. Aujourd'hui, on a des outils invraisemblables. Autrefois, il faut se dire, il y a encore 20 ans, il aurait fallu plusieurs années pour faire ça. Aujourd'hui, on peut séquencer un virus, séquencer même d'ailleurs des gènes de l'homme en quelques minutes, quelques heures. Donc, il y a des sophistications technologiques qui permettent d'avoir la carte d'identité de tous les virus qu'on identifie dans tous les pays du monde. On les compare, on essaie de voir comment ils diffusent. C'est très important pour les scientifiques pour connaître notamment la circulation du virus. C'est une des questions à Pékin, en Chine, de savoir si le virus identifié sur la micro-épidémie à Pékin est lié à un virus dont la carte d'identité est la même que le virus d'avant, ou si c'est un virus qui serait revenu en Chine après être passé par l'Europe ou l'Amérique du Nord. Donc c'est très intéressant et très important pour l'avenir. Donc ça veut dire qu'on a pu être infecté par le virus, réinfecté par un virus qui a muté, mais qui est finalement quasi le même. Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est ça. Il faut juste espérer, c'est quand même, on en a parlé souvent, espérer que ce virus ne mute pas de façon massive, importante, en tout cas sur une partie importante, pour qu'il ne se transforme pas trop. Parce que s'il se transformait, il pourrait devenir plus virulent. C'est toujours possible en théorie. Et surtout, il pourrait échapper aux tests diagnostiques éventuellement, voire aux vaccins qui sont en cours de préparation. Et ça, c'est du fantasme pour l'instant. C'est du pur fantasme. Il faut bien dire les choses comme on les connaît. Ça, c'est juste une spéculation. On l'a dans la tête et on n'a aucune preuve
de cet élément-là aujourd'hui. Mais c'est bien d'anticiper quand même. Oui. Exactement. Oui. Il vaut mieux être anticipé et se dire où on va, annoncer les choses, on les travaille, on collecte les données et on verra à l'issue de tout ça. Oui, Jean, il y a un vent d'optimisme en France en fait aujourd'hui. Les gens retravaillent, beaucoup de lieux ont rouvert, les écoles donc la semaine prochaine. Et pourtant donc il y a ces foyers qui apparaissent encore en Normandie, là par exemple hier, dans beaucoup d'autres endroits aussi. 400 personnes à peu près par jour sur les 5 derniers jours. Oui, c'est ça. Oui. Précisément, il y a des nouveaux foyers aussi de l'autre côté, même en Allemagne. Il y a la Chine, la Nouvelle-Zélande. Le professeur Raoult, justement, on en parlait tout à l'heure à 8h30, qui a communiqué une vidéo. Il dit attention, lui, il pense qu'il peut y avoir en fait un rebond en fonction de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Donc il faut qu'on reste extrêmement prudent et vigilant, quoi, non, avec toutes ces alertes-là. Oui, tout à fait, Patrick. On le dit, on le répète tous les matins. Oui. Le virus, la différence entre une faible circulation et une disparition est fondamentale. Le virus n'a pas disparu. Oui, c'est ça. Il n'a pas disparu. Il circule à bas bruit, 100 personnes par jour. Il faut rappeler qu'au grand moment de l'épidémie, pour vous donner des chiffres de comparaison, au grand moment de l'épidémie en avril ou en mars, c'était 40 à 80 000 personnes par jour. Oui. Vous voyez la différence. Oui. Donc il n'y a plus aucune commune mesure, mais il n'a pas disparu. Et on le dit depuis le début, en tout cas moi je le répète depuis le début, c'est optimisme et rigueur, mais rigueur veut dire qu'il faut se méfier s'il n'a pas disparu. Bah oui, et puis on a rouvert les frontières, et quand on voit par exemple qu'en Suède, il y a eu 5000 morts mercredi. Donc Oui. Non, on est encore dans une circulation épidémique du virus à bas bruit. Il circule sous le tapis, mais il circule, l'épidémie n'est pas finie. Et vous savez que ces virus, même si ce Covid-19 n'est pas extrêmement sensible à la chaleur, il préfère un peu le frais que le chaud. Et aujourd'hui, il est dans l'hémisphère sud où c'est l'hiver. Et on voit, vous voyez, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, des zones qui sont des zones actuellement en hiver, on voit bien qu'il recircule et qu'il va certainement recirculer pendant, comme on le dit, pendant quelques mois. C'est annoncé en fait depuis très longtemps. Ça n'est qu'une simulation, mais elle est crédible. Ça va circuler quelques mois, je l'espère le plus court possible, mais ça peut recirculer en 2021-2022, on le sait. Oui. Jean Sibilia, vous qui êtes professeur de médecine à l'université en fait de Strasbourg, donc l'Alsace et l'Est de la France qui a été particulièrement touché, probablement le plus tôt et le plus fort dans un premier temps. Aujourd'hui, quelle est la situation? Ça s'est quand même nettement amélioré aussi, évidemment, bien sûr là-bas, mais est-ce qu'il y a encore des gens dans les hôpitaux? Il y a toujours des gens hospitalisés, mais comme dans l'ensemble des hôpitaux des zones où l'épicentre s'était manifesté, je pense à la région parisienne, le Grand Est, mais même les Hauts-de-France, il y a toujours des malades hospitalisés, mais aujourd'hui, ça s'est réduit considérablement. Aujourd'hui, dans notre région qui est, entre guillemets, verte, comme les autres, on a un taux de circulation, on a passé la grosse vague, la grosse première vague. Donc on est revenu à un taux de circulation qui correspond à peu près à celui qu'on a en France. Mais on est, nous, traumatisés, c'est sûr, dans le Grand Est, et notamment à Mulhouse, je pense à mes amis mulhousiens. On ne peut pas s'imaginer le séisme à Mulhouse, la brutalité et la gravité du séisme à Mulhouse. Je crois qu'il faut le vivre avec des Mulhousiens pour leur demander, les gens de l'hôpital, ce qu'ils ont vécu. Nous, ça a été grave à Strasbourg, mais à un degré moindre. Mais Mulhouse, ça a été vraiment terrible. Donc il y a un traumatisme, c'est vrai, en Alsace qui est très important. Mais ça force à la résilience et puis ça force à la rigueur. Alors, je suis sûr que voilà, on va y arriver, mais restons vigilants et rigoureux. En tout cas, vous leur transmettrez nos amitiés et des applaudissements encore qui méritaient. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous ce matin encore, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue.